Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau rendez-vous éco-responsable. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème au cœur de notre quotidien, les déchets. La production de déchets n'a cessé de croître depuis l'ère industrielle, au point qu'aujourd'hui en Europe, on dit que chaque habitant produit un peu moins de 5 tonnes de déchets par an. Alors pour parler de ce thème essentiel, nous avons deux gérants Action. À côté de moi, Arnaud Bishop, vous êtes chez Thematics, et sa voisine, Karen Georges, chez Ecofi. Alors Arnaud, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous planter un peu le décor de ce secteur des déchets? Quels sont les grands enjeux? Bonjour Anne, effectivement, je pense qu'il est important avant qu'on plonge dans ce sujet, peut-être de définir déjà qu'est-ce qu'un déchet. Un déchet, c'est, selon un peu la loi, concrètement un résidu d'un processus, soit de production, soit de transformation de matière. Et ce résidu, on n'en a plus besoin. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, effectivement. Et à partir du moment où on a le souhait de l'abandonner, de s'en séparer, ça devient un déchet. Alors concrètement, traiter un déchet, ça veut dire quoi? Là encore, la réglementation nous aiguille avec une hiérarchisation, en quelque sorte, des façons de gérer les déchets. La première, c'est peut-être la plus importante, c'est d'essayer de les réduire au maximum. C'est-à-dire de ne pas produire des choses outre mesure, par exemple les emballages à usage unique, afin effectivement de limiter déjà l'exposition à ces déchets. Donc le premier élément, réduire. Le deuxième, c'est réutiliser. Effectivement, quand on a produit quelque chose, si quelqu'un n'en a plus l'usage, qu'on puisse le réutiliser, ça n'en fait pas un déchet. Ensuite, on passe dans cette hiérarchisation effectivement sur la dénomination déchet quand on pense au recyclage. Le recyclage, ce n'est pas le fait de réutiliser le bien, mais c'est plutôt de réutiliser sa matière. Quatrième étape dans cette hiérarchie, c'est ce qu'on appelle la valorisation. Donc là, ce n'est pas d'aller récupérer la matière, mais plutôt l'énergie contenue dans ce déchet. Donc c'est généralement soit par du compostage pour les déchets organiques, soit par de l'incinération. On arrive à capturer de l'énergie qui est stockée dans ce résidu. Et enfin, le dernier, celui qu'on essaye d'éviter le plus, c'est ce qu'on appelle l'élimination. Et si on prend vraiment une image, c'est de l'enterrer, de le mettre dans un trou et de ne plus s'en préoccuper. Voilà. Donc ce sont les 5, je dirais, niveaux d'approche dans la gestion des déchets. Et effectivement, c'est extrêmement important parce que, tu le mentionnais, 5 tonnes par Européen, c'est énorme par an. Concrètement, une grande partie, c'est quand même lié aux déchets de construction. Donc les gravats, tous ces éléments. Finalement, les déchets ménagers, pour un Européen moyen, c'est plutôt de l'ordre de 10% de ce volume. Donc en fait, un chiffre qui est intéressant à garder en tête, c'est qu'on produit tout un chacun en Europe environ 1 kg de déchets par habitant et par jour, ce qui est déjà énorme. Il faut savoir qu'on a des objectifs de recycler environ 60% de ces volumes à l'échelle, à l'horizon 2025. Donc ça, pour effectivement limiter ce qu'on va enterrer. Mais c'est un vrai enjeu parce que quand on enterre ces déchets... On est plus proche maintenant des 60%? 2025, c'est pas dans longtemps. Ça dépend un peu des pays. Certains sont plus en retard que d'autres et ça dépend vraiment du comportement effectivement des particuliers. Et Arnaud, juste en un mot, depuis combien de temps il y a cette préoccupation sur les déchets? Alors, je dirais qu'on a commencé vraiment à s'intéresser autour de ces éléments comme les déchets une trentaine d'années, peut-être maintenant même peut-être plutôt 50 ans, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à... C'est relativement récent dans l'histoire industrielle. C'est récent, c'est clairement après la Seconde Guerre mondiale. Karen, en termes de marché, alors Arnaud nous a fait une belle description du paysage économique, mais en termes de marché, qu'est-ce que ça donne, ce monde des déchets? Alors c'est un marché qui est assez gros. On estime qu'en 2022, le marché des déchets pèse autour de 1,3 trillion de dollars et qui pourrait croître de l'ordre d'au moins 5% par an jusqu'en 2030 pour peser 1,96 trillion de dollars. Trillion, donc 1000 milliards. Voilà, 1000 milliards, tout à fait. Je ne suis pas sûre qu'on le dise justement. Et donc, dans ce grand mastodonte, il y a plusieurs subdivisions, et notamment les déchets dangereux. Donc un grand industriel français estime qu'en 2027, ce marché donc, pourrait peser donc, 11 milliards de dollars. Donc il y a pas mal de marchés un peu niches. Ce qui est assez intéressant, Arnaud parlait de la construction. Aujourd'hui, il faut savoir que la construction, c'est à peu près 50% des déchets. Donc en s'attaquant à ce marché, finalement, on peut se dire qu'il y a le marché des déchets en direct, mais il y a aussi un moyen indirect de s'adresser, notamment pour optimiser la construction. Et donc, indirectement, si on optimise la construction,
on optimise les ressources et la production de déchets qu'on peut donc réduire. Donc il y a finalement ce marché parallèle qui est difficilement quantifiable, mais l'optimisation de tous les secteurs d'activité finalement peuvent conduire à un abaissement de la production de déchets. Vous avez avec un gros point sur la construction, ce que vous nous dites tous les deux. Exactement, c'est à peu près de l'ordre de la moitié des déchets qui sont produits, donc c'est la construction. Vous avez également les déchets électroniques. Alors là, la croissance, elle est beaucoup plus forte. Elle est estimée au moins à plus 38% donc, en moyenne. 38% par an? Voilà, on appelle ça le e-waste. Donc ça, c'est quand même aussi très, très gros. Après, vous avez plusieurs tendances. Donc, Arnaud parlait de la valorisation des déchets. Vous avez bien évidemment le recyclage, qui est un gros moyen de s'adresser à ce sujet-là. Vous avez l'économie circulaire. Donc, on estime que c'est de l'ordre de 4 000 milliards de dollars en termes de marché. Et c'est également un moyen justement de réduire, au moins de réutiliser les déchets aujourd'hui. Donc vous avez effleuré tous les deux le sujet. Il y a évidemment au cœur de cette question des déchets la réglementation. Vous en avez parlé un peu à tour de rôle. Mais est-ce que, Karen, vous pouvez nous faire un point aujourd'hui, on en est où sur les réglementations? J'imagine que ce n'est pas la même chose en Europe, en Chine, aux États-Unis. Alors déjà peut-être l'Europe, on en est où? Alors déjà, c'est un marché peu réglementé, malheureusement. Voilà, même en Europe. Même en Europe, il y a quelques réglementations sur le plastique, il y a une directive sur la biodiversité, mais on va dire qu'en grande masse, c'est assez peu réglementé. Juste à titre d'anecdote, donc c'est tellement peu réglementé que si on reste en l'état, avec la réglementation en vigueur, il y a un livre blanc qui est sorti il y a peu avec un industriel français qui a estimé que si donc on restait sur cette trajectoire, il y aurait plus de déchets plastiques dans l'océan en 2060 que de poissons. Voilà, donc ça, c'était pour le petit chiffre marquant. Et donc, par exemple, l'Union européenne, en effet, a fait une directive sur le plastique et, par exemple, demande à ce qu'il y ait au moins 20% de PET en 2025, puis 30%. Donc, il y a des paliers pour monter beaucoup plus haut. Vous avez mentionné au début la production de déchets par habitant. Il y a également des objectifs de réduction per capita de production de déchets. Pareil, on monte en escalier. C'est des objectifs contraignants ou c'est simplement des indications de ce qu'il faudrait suivre? A priori, c'est contraignant. Après, il faut, comme d'habitude, une transposition en loi nationale, mais a priori, c'est contraignant. Après, il y a des propositions. L'Union européenne, par exemple, propose qu'il y ait davantage de matériaux recyclés utilisés par les industriels. On n'en est qu'à 12% aujourd'hui. Donc, à ce stade, c'est encore une proposition, mais on devrait avoir, de manière un peu plus importante, donc une réglementation plus stricte. La biodiversité, j'en parlais. L'idée, c'est d'avoir justement une restauration des environnements terrestres. Donc, c'est 20% pour la partie terre et également pour les océans. Donc là aussi, il y a une transposition en loi nationale qui devrait se faire sur la biodiversité. Ça, c'est passé en 2024. D'accord. Arnaud, il n'y a pas que l'Europe. Du côté de la Chine, par exemple, où en est où? Alors effectivement, donc, comme le disait Karen, les cadres réglementaires ne sont pas extrêmement établis. Et de temps en temps, on a des choses qui sortent, des ovnis qui viennent un peu tout chambouler, parce que le marché du déchet, même si on parlait de la production locale, c'est au niveau, et en particulier au niveau du recyclage, quelque chose d'extrêmement global. Un marché mondial. Une façon assez moche de le dire, mais concrètement, on produit les déchets dans les pays occidentaux et on les traite, on les recycle dans les pays en voie de développement et notamment en Asie. Et il y a des formes de réglementation mondiale du coup ou pas du tout? Alors là-dessus, non. Mais en 2017, la Chine a dit moi, j'en ai marre. Déjà, j'en produis beaucoup chez moi. Je récupère les vôtres. J'avais une statistique que je trouve assez intéressante. Entre 1992 et 2018, la Chine a récupéré la moitié des déchets produits dans le monde. 50%. On comprend l'effet saturation. Donc en 2018, ils ont dit stop. On va 2017 pour être plus précis. Ils les ont récupérés pour les traiter ou pour les enterrer? Alors il est récupéré pour en partie les recycler et puis effectivement pour éventuellement les brûler et les enterrer. Mais essentiellement pour les recycler. C'est-à-dire qu'ils avaient des containers qui arrivaient. Ils nous délivraient tout ce qu'ils produisaient dans les ports européens et américains. Ils récupéraient ces containers vides dans lesquels ils mettaient du carton, du plastique sous forme de ballots. Et donc en 2017, ils ont un peu sifflé la fin de la récréation en disant c'est bien beau tout ça, mais déjà vous allez m'envoyer des déchets de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'il faut que le degré d'impureté soit moins élevé parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à utiliser et donc je dois effectivement utiliser mes capacités de stockage de déchets parce que je ne peux pas le recycler. Donc c'est quelque chose qui a eu un impact assez marquant sur l'ensemble du marché. Courant 2017, on s'est retrouvé avec des opérateurs américains, des opérateurs européens qui
ne savaient plus que faire de leurs déchets. Alors, dans un monde globalisé, en général, on retrouve rapidement des solutions. L'une des solutions plutôt positives, ça a été de ralentir tout ce qui était chaîne de tri chez les opérateurs européens pour améliorer la qualité des déchets. Donc ça, c'était plutôt un effet positif. L'effet négatif, c'est que l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, et j'en ai oublié un, mais et le Vietnam se sont d'un seul coup retrouvés avec des tonnes de déchets qui sont arrivés chez eux, avec des opérateurs chinois qui disaient « nous, on n'a plus le droit d'opérer en Chine, mais on va construire des usines chez vous parce qu'on a déjà les liens et on sait faire ». Et donc on s'est retrouvé effectivement avec notamment un pays comme la Malaisie, dont l'un des membres du gouvernement en charge de l'environnement a été assez impactant sur non, on ne deviendra pas la nouvelle poubelle du monde. Donc on voit que ces réglementations, elles évoluent et elles peuvent avoir des impacts. Parfois, c'est vrai qu'étant sur les marchés cotés, on a vu d'un seul coup le prix des matières premières suite à cette annonce faite en chinois, hein, elle n'est pas annoncée sur sur l'AFP. Et d'un seul coup, vous voyez évoluer le prix des matières premières juste parce qu'il y a cette décision qui est extrêmement impactante. Et du coup, Arnaud, à terme, vous pensez que le mouvement, ça va être que chaque pays va traiter ses déchets en interne, on va se diriger vers ça, ou non, les pays riches trouveront toujours moyen de... Alors, de les évacuer. on va dire que c'est difficile d'y répondre. La question, c'est moyen, long terme. Oui. À long terme, je pense qu'on ira vers ça parce que de toute façon, le transport, je le mentionnais, hein, ce qui a vraiment favorisé cette globalisation de la chaîne de déchets, c'est aussi le transport à très bas coût. Ça coûtait moins cher à un opérateur américain d'envoyer ses déchets en Chine par container que de les envoyer dans une autre usine de traitement à 1000 km de chez eux par camion. Donc ça, c'est pas durable, effectivement. Alors, en termes d'opportunités d'investissement, parce qu'on s'adresse quand même à des épargnants, Karen, qu'est-ce qui existe en termes d'investissement, dans tout ce monde des déchets, comment il est structuré? Alors déjà, vous avez des solutions, par exemple, de dépollution. L'actualité récente nous montre qu'il y a eu donc, malheureusement des catastrophes naturelles, notamment en Espagne. Ouais. Donc parfois, il y a des choses un peu graves qui sont de taille, et donc il faut adresser ces sujets-là avec des spécialistes. Aux États-Unis, par exemple, vous avez un acteur spécialisé qui justement traite des catastrophes naturelles au large des côtes, etc., donc qui est carrément sollicité par l'État fédéral américain pour aller traiter des déchets dangereux, et donc avec des solutions de dépollution assez pointues. Qui aiderait l'Espagne dans le cas? Non, pour le coup, c'est un acteur américain, mais donc il y a des acteurs français aussi qui s'adressent au sujet, mais l'acteur américain auquel je pense est vraiment spécialisé, leader sur ce sujet-là. Vous avez notamment donc l'utilisation des déchets donc usagés. Vous avez par exemple des solvants usagés qui peuvent être utilisés, c'est le cas aujourd'hui, pour créer de l'énergie. Donc donc on appelle ça waste to energy, donc l'utilisation des déchets pour créer de l'énergie. Vous avez également la possibilité de récupérer donc les biogaz des sites d'enfouissement. Donc il faut rappeler que donc aux États-Unis, il y a l'essentiel des décharges, c'est des sites d'enfouissement, et donc vous avez des gaz qui sont émis par les matières organiques et également les matériaux normaux. Et donc on peut récupérer ces gaz et donc les valoriser et ensuite les vendre. Donc ils appellent ça donc le gaz naturel renouvelable aux États-Unis. Et donc il y a une demande de certains États pour pouvoir décarboner leur économie. Donc ça aussi c'est une solution. Vous avez également les déchets organiques qui peuvent être réutilisés également. Et d'autres déchets organiques, qu'est-ce que vous mettez dedans précisément? Donc l'alimentaire essentiellement. Et vous avez une prouesse technologique récemment aussi sur les fibres textiles. Un petit poussé français qui a donc réussi à créer un vêtement neuf avec des fibres de textile usagées. Donc vous avez plusieurs technologies aujourd'hui qui existent. Après, il faut qu'il y ait donc la législation, la réglementation déjà pour pousser, et qu'il faut qu'il y ait justement une demande privée aussi qui vienne pour pouvoir accélérer ce changement sur les... Oui, c'est un secteur qui doit être riche en innovation. Vous parliez du textile. Tout à fait, oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de recherche, de R&D sur le sujet. Il y a de la R&D, alors il n'y a peut-être pas assez de R&D, donc le niveau de R&D de ces grands acteurs est encore relativement faible, et on voit que donc un moyen de contourner ça, quand je parlais de moyens indirects sur la construction, c'est la technologie. Si finalement vous faites par exemple de la maintenance prédictive, vous mettez en place des logiciels, du software, vous pouvez donc réduire votre impact, donc réduire la production de déchets et optimiser votre outil de production,
tout secteur confondu. Donc clairement, la technologie, c'est un moyen d'adresser également les déchets. Peut-être juste pour rebondir là-dessus, tout ce qui est éco-conception, donc effectivement dans cette première phase qui vise à réduire les déchets, aujourd'hui, quand vous construisez une voiture, vous réfléchissez déjà à comment on va la déconstruire quand elle arrivera en fin de vie. Même chose, il y a tout un sujet sur les avions, les avions qui arrivent en fin de vie. Ça commence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos aux États-Unis de ces parkings à carcasses d'avions. Il faut effectivement aller récupérer ces matériaux. Expliquez-nous par exemple, qu'est-ce qui se passe pour un avion? Donc, il faut envoyer des gens qui vont démonter pièce par pièce. Et c'est vrai que quand ils ont été construits il y a 50 ans, on n'imaginait pas vraiment ce qui allait se passer quand on allait les déconstruire. Aujourd'hui, quand on construit ces avions, et pièce par pièce, on ils peuvent être anticipe recyclés. Récupérer les différents matériaux pour effectivement les sourcer. Quand vous avez des gros objets comme ça, c'est faisable. Alors, il y a eu toute la polémique, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les porte-avions français, qui, une fois qu'ils étaient arrivés en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait? On les envoie en Inde pour qu'ils soient déconstruits sur une plage par des enfants, ou il y en a un qui a été coulé au large du Brésil. Bon, c'est pas... Voilà, je pense que clairement, tout à l'heure, vous me posiez la question à moyen terme, à long terme, les choses vont aller mieux, ça c'est clair. Moi, ce que j'observe, c'est que sur le recyclage, il y a beaucoup d'innovations aussi, avec aujourd'hui l'automatisation, avec l'intelligence artificielle, qui permettent de mettre finalement un flux de déchets sur un tapis, et d'avoir des systèmes qui vont repérer, tiens là j'ai un plastique de type PVC, celui-ci c'est un PET, celui-ci c'est un PEHD, donc 3 types de plastiques différents qui ne peuvent pas se mixer parce que sinon on ne refait pas du plastique avec, et vous avez des systèmes qui, avec des caméras, repèrent ces différents éléments. En dessous, vous avez des systèmes qui soufflent de l'air et qui vont explicitement, là où se trouve le déchet, envoyer un petit jet qui va permettre de sortir juste ce bout de plastique pour le mettre dans une poubelle à gauche, une autre à droite. Et donc là, il y a effectivement de la technologie qui vient apporter de l'innovation. Le vrai sujet, quand vous êtes investisseur, c'est... Alors, les boîtes qui font la technologie, il n'y a pas de sujet. Celles qui l'utilisent, il reste une vraie question sur le business model. C'est comment est-ce que concrètement vous arrivez à avoir un business model qui soit durable, dans le sens économiquement durable, quand vous avez finalement une partie de vos revenus qui sont indexés sur ces prix de matières premières. Je vais vous prendre l'exemple du Covid. Pendant la période du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu cet événement où le prix du pétrole est passé en terrain négatif. Quelque chose que personne n'imaginait, mais si vous aviez une piscine, vous la remplissiez de pétrole et puis on vous payait pour ça. Concrètement, le plastique, ça a été la même chose. Le plastique recyclé, pendant un moment, pendant le Covid, a coûté plus cher que le plastique vierge, que le plastique neuf. C'est une aberration. Donc ça, c'était alors une aberration, peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est des choses qui s'observent. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de la volatilité là-dedans. Et donc la vraie question en tant qu'investisseur, c'est de s'assurer que les sociétés dans lesquelles vous investissez ont bien pris ça en compte et ont bien la capacité finalement de faire face à cette volatilité liée au prix des matières premières ou aux risques politiques. On parlait tout à l'heure de réglementation, ou au risque de gouvernance aussi. Le secteur des déchets, c'est quand même un secteur relativement opaque. Oui, on voit bien tous les... Globalement, il y a toujours films, un peu, les films sur l'Italie. Il y a des déchets dans les films, c'est rarement... L'Italie, la mafia, on revient toujours un peu. Mais ça reste c'est une réalité encore aujourd'hui. Alors, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai pendant longtemps été investisseur dans une société qui fait du traitement de déchets en Italie. Et le directeur général me disait à chaque fois, on ne descendra jamais en dessous de Venise. En termes de localisation, c'est-à-dire que la Sicile, toute la pointe de la botte, c'est pas un endroit où vous voulez qu'une société cotée en bourse aille faire des opérations. Mais donc, ce que vous nous dites, Arnaud, entre les lignes, c'est que l'économie circulaire, on n'y est pas encore tout à fait. Non, il y a, alors, Karen citait un chiffre qui est effectivement encourageant, 4 000 milliards, je n'avais pas ce chiffre en tête, mais parce que l'économie circulaire, c'est très large. Après, aujourd'hui, la difficulté, ça va être de le généraliser en quelque sorte. Vous partagez, Karen ? Tout à fait, je partage ce point sur
Le groupe italien en question, je crois qu'il mentionnait même que le Sud, ça s'appelait le Far West pour eux, si on pense à la même société. Et donc, c'est très important parce que le business model, donc, après le nerf de la guerre, c'est d'être rentable. Oui. Et donc, par exemple, sur le recyclage, si les matériaux que vous recyclez, donc, les prix chutent, donc l'économie n'est plus économique, enfin, l'activité n'est économiquement pas intéressante, du coup, vous réduisez la part de cette activité-là. Donc, c'est très important aussi qu'il y ait des incentives pour que ce soit rentable pour encourager ce secteur-là. C'est en ça que l'économie circulaire, on peut la voir aujourd'hui, par exemple, dans certains types d'emballages, parce que vous avez des acteurs industriels qui s'engagent pour acheter des volumes à des prix fixés. Donc l'opérateur, finalement, va être de recyclage va être payé uniquement pour finalement faire tourner son système de recyclage sans prendre de risques et de paris sur l'évolution de la valeur de ces emballages. Et ça, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué parce que bien souvent, les déchets arrivent en groupe. Par exemple, les déchets ménagers, c'est dans une poubelle. D'un côté, on a une collectivité locale qui paye l'opérateur pour faire le recyclage. De l'autre, on a des gens qui achètent des matières premières. Et on n'a pas cette boucle. On n'a pas cette boucle. Et la réglementation va quand même dans le sens du pollueur-payeur. Et donc l'idée, ça va être effectivement d'essayer de boucler la boucle. Merci. On arrive au moment des questions. Je crois qu'il y a des questions qui nous sont envoyées. Alors attendez, quelle est l'importance estimée de ce marché à moyen terme ? À 10 ans par exemple, je ne sais pas. Arnaud par exemple ? Alors, Karen mentionnait tout à l'heure qu'effectivement c'est Karen, un marché très vaste, hein, donc je vais pas donner un autre chiffre, mais si on prend effectivement une estimation à 1200 milliards de revenus aujourd'hui, avec un taux de croissance de l'ordre de 5% par an, ça nous met près énorme, de 2000 milliards. Il n'y a pas tant de secteurs de ça qui ont C'est significatif. La particularité, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement fragmenté et vous n'avez pas d'acteurs globaux. Déjà, la particularité, c'est que vous avez partout des acteurs locaux qui vont faire la collecte ou les opérations. C'est fragmenté par la géographie, par les innovations aussi. Et puis par les types de déchets aussi. Parce que ce ne sont pas les mêmes qui vont être dominants sur le verre ou sur effectivement le plastique, le papier. À chaque fois, là, on parle d'écosystèmes complètement différents d'un point de vue compétition. Et puis après, on a parlé un peu de la construction. Là encore, on ne va pas s'amuser pour le coup à faire voyager des gravats. Non. Et donc, on a beaucoup d'acteurs locaux. D'accord. Juste sur le sujet des acteurs de marché, de temps en temps, vous avez des acteurs qui essayent justement de se consolider. Aux États-Unis, par exemple, le top 7 a 40% de part de marché. Et récemment, un acteur plutôt traditionnel des déchets a acheté donc l'acteur américain leader sur les déchets médicaux, qui est pourtant un marché qui a plutôt une faible croissance, c'est plus 2, plus 3%. Donc vous avez quelques acteurs qui essayent de consolidation. Voilà, de consolidation, et donc qui essayent de se diversifier un peu. Donc certains qui peuvent être très exposés à l'industrie, à l'automobile, par voie veulent se désensibiliser, être un peu moins cycliques, et justement essayer d'être sur d'autres activités un peu plus défensives pour réduire leur cyclicité. Voilà. Pour équilibrer les risques. Voilà. Attendez, une deuxième question importante. Les élections américaines vont-elles avoir un impact sur le secteur, Karen ? Alors, a priori, oui. Pas forcément sur le plan de la réglementation, parce que donc, tout le monde sait que M. Trump veut déréguler. Hein, il vient de nommer ce matin, d'ailleurs, des responsables de la dérégulation, tout à fait, notamment un industriel. Néanmoins, il plébiscite justement le Made in America. Et donc, si on a une accélération du onshoring, donc le fait de réindustrialiser les États-Unis ou de rapatrier donc une part de la production, de l'augmenter, vous aurez forcément plus de déchets. Donc, il ne faut pas oublier, parce que même si c'est un secteur passionnant, que c'est un secteur qui est quand même un sorte de proxy macroéconomique. Donc, si vous avez un ralentissement économique, que ce soit sur l'industrie ou la consommation, vous aurez un ralentissement des volumes de déchets. Donc, s'il y a une impulsion à court terme d'accélération de la croissance, parce qu'ils souhaitent, par exemple, réduire le taux d'imposition, vous pourrez avoir, au moins à court terme, une accélération de la croissance aux États-Unis et donc de la production de déchets, ce qui pourrait être favorable au secteur. Après, sur la dérégulation, là, c'est un peu moins bon, a priori. Oui, et puis reste à voir ce qui sera fait. Voilà.
Et par contre, sur le sujet de la consolidation, c'est a priori un candidat qui n'est pas contre une forme de concentration. Donc sur ce point-là, on devrait peut-être avoir moins de freins justement donc réglementaires sur une concentration du marché. Merci Karen. Alors, quand est-ce que les déchets vont devenir un actif à valoriser? Bon, ça, vous l'avez évoqué un peu déjà tous les deux, mais je ne sais pas, Karen, si vous voulez nous revenir sur on rapidement. revient au sujet de Ouais. la rentabilité du business model. Et donc, pour pouvoir justement accélérer la valorisation des déchets, donc on parlait Vous du avez donné des pistes tous les biométhane, deux, par voilà, exemple, bio. tout à l'heure. C'est quelque chose de relativement naissant, avec encore peu de commandes de grands acteurs industriels. Donc des déchets bien sûr, mais donc si vous avez donc des incentives, j'en parlais, pour pouvoir monétiser, donc il y a eu des demandes par exemple de l'État de Californie ou l'État de New York il y a 1 an ou 2 ans. Il faut que la puissance publique soit derrière pour le rendre. Voilà, et donc là vous aurez justement un incentive à décarboner et donc à monétiser ces biogaz. Idem pour le plastique recyclé, donc qui est proche du plastique vierge. Aujourd'hui par exemple économiquement le coût est encore élevé. Souvent, on peut même comparer avec l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est encore trop élevé, donc c'est économiquement pas encore intéressant à ce stade. Bah, c'est la même chose. Il faut que le coût baisse. D'ailleurs, on estime aujourd'hui qu'il faut à peu près plus de 500 milliards de dollars pour remplacer le coût donc, du plastique. Donc, il faut qu'il y ait un abaissement des coûts pour avoir une accélération donc, de la valorisation des déchets. Et ça vaut pour les autres sujets qu'on a mentionnés, notamment les déchets organiques également. Ouais, donc une équation économique qui est importante. Pas très simple. Voilà. Merci Karine. Alors, dernière question. Les coûts de l'énergie et des matières premières ont-ils un impact conjoncturel sur l'activité en Europe? Le coût de l'énergie, oui, ça semble assez effectivement, simple, le secteur des déchets, il est lié à l'énergie et aux matières premières. À l'énergie, parce que déjà pour les collecter, pour les récupérer, il y a un processus, bien souvent, qui passe par du transport. Donc ça a un impact. C'est dans le recyclage, d'ailleurs, beaucoup de dépenses d'énergie. Voilà, mais déjà rien que dans le transport, parce que l'air de rien, si vous pensez camions poubelles, ce sont quand même d'assez gros objets qui donc sont lourds et qui transportent des choses. Et c'est tout le sujet qu'on a du mal à valoriser. Donc, dès qu'on rajoute un coût, effectivement, ça ne fait qu'augmenter. C'est pas quelque chose. Alors, aux États-Unis et en Europe aussi, dans pas mal de pays, quand il y a des augmentations de l'énergie, en particulier du fuel, c'est ça dont on parle, ils ont la capacité finalement de facturer ça en sus à leurs clients pour justement avoir une sorte d'effet de transparent pour pas que ça impacte les business models de ces entreprises, pour effectivement pouvoir se concentrer sur le traitement. Et puis les matières premières, ben là on l'a vu, c'est plutôt, là encore, pour certains opérateurs, quelque chose qui va être un input dans leurs revenus parce qu'ils vont vendre ces matières premières une fois qu'ils les ont récupérées dans le flux de poubelles et de flux de déchets. Et là, effectivement, on peut se retrouver dans des situations où il n'y a plus d'intérêt à finalement recycler parce que ça va vous coûter plus cher que ce que vous allez récupérer. Donc, par rapport à la question sur l'Europe, est-ce qu'il y a un impact conjoncturel? Concrètement, on a des équilibres qu'il faut monitorer, je dirais, un peu en permanence. Est-ce que le coût de la collecte est très élevé? Est-ce que le coût du tri, du traitement, puisque si on parle de matières premières, c'est plutôt du recyclage, est-ce que, là encore, vous mentionnez, oui, c'est des machines qui tournent. Alors aujourd'hui, sur le recyclage, on est beaucoup sur des centres de tri, comme je mentionnais, avec des tapis, des choses comme ça. Il y a des recherches, il y a pas mal de travaux qui sont faits sur du recyclage chimique, par exemple de plastique ou enzymatique, mais on n'y est pas tout à fait. Donc ça aura effectivement des impacts. Et comme je dis, ce sont des équilibres. Donc tout ralentissement, normalement, va plutôt ralentir un peu toutes ces choses qui ont tendance à monter quand l'activité est forte. Donc un ralentissement économique, en général, fait que si c'était un peu trop chaud, ça devient plus facile à gérer pour les opérateurs. Merci Arnaud, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Arnaud Bijot, Karen Georges, et merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis.